Que savent vraiment les scientifiques ? Quand et comment savent-ils qu'ils savent ? Quelles sont leurs certitudes ? Mais aussi et surtout leurs incertitudes, leurs interrogations, leurs doutes, qu'est-ce qu'ils en font ? Bonjour, je suis Anne-Laure Ganac, journaliste au Collège des Humanités de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, et vous écoutez un podcast, Are You Sure ? Oui, vous écoutez bien un podcast. Are You Sure, c'est son titre, et c'est la question qui va me guider pour aller à la rencontre de celles et ceux qui font la science à l'EPFL, histoire de prendre le pouls de leurs certitudes et de leurs incertitudes. Bonjour, je suis Paola Vigano. Je suis un architecte. Je suis née en Italie, dans une vallée alpine, en effet assez proche de la Suisse et du Grison. J'enseigne à l'EPFL depuis 2013. J'ai fait un doctorat aussi à l'école d'architecture de Venise, où aussi je continue à enseigner. Bonjour Paola Vigano et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Vous êtes également directrice du laboratoire d'urbanisme à l'EPFL, donc architecte, urbaniste. Quand est-ce que vous avez choisi de faire ces métiers ? Non, ce sont, je pense, des hypothèses qu'on fait quand on a aussi encore des enfants. Dans mon cas, c'était lié au fait que j'aimais beaucoup dessiner. Donc, l'idée de travailler avec le dessin, ça m'a toujours beaucoup intéressée. Mais j'avais aussi beaucoup d'autres choses que j'aimais, surtout beaucoup la danse, la musique qui reste toujours un des très grands plaisirs, je dirais, de la vie. Et aussi, j'étais beaucoup intéressée à d'autres choses comme l'histoire, par exemple. Mais finalement, à un certain moment, j'ai pensé que oui, c'était vraiment ça que je voulais faire. Et donc, j'ai commencé à étudier l'architecture à Florence. Et donc, j'ai étudié l'architecture en vivant dans une ville de la Renaissance et dans une ville qui a des paysages extraordinaires. Et je pense que ça a été quand même un bagage qui reste longtemps et qui m'a toujours accompagnée. Et quel lien voyez-vous entre toutes ces passions que vous avez, la danse, la musique et l'architecture ? Peut-être entre la danse et l'architecture, c'est dans le rapport du corps à l'espace, qu'en dites-vous ? C'est vrai. Nous avons fait une fois avec les étudiants du Super Studio à l'EPFL un moment de chorégraphie avec un chorégraphe français qu'on avait invité et on a utilisé le campus pour ça. Donc on s'est vraiment déplacé centaines d'étudiants et ça a été vraiment magnifique de finalement parcourir parce que c'était finalement une sorte de promenade, de se passer à travers des espaces bien connus qu'on fréquentait tous les jours. Et quand on y passe avec l'idée de construction d'une architecture dans l'espace avec ses propres corps, on regarde les choses avec des yeux différents. Et moi, je dis toujours que j'ai compris mieux l'espace du campus, disons en parcourant l'espace avec cette chorégraphie, qui était une chorégraphie largement improvisée, qu'avec d'autres types d'analyses. Et quand on fait des projets, je pense toujours à notre propre expérience des lieux. Et le lien entre architecture et musique ? Pour la musique, c'est un petit peu plus conceptuel. Et là aussi, il y a une grosse tradition. En effet, la musique est structurée par des choses qui sont assez similaires à ce qui structure un projet de ville ou de territoire ou d'architecture. Des rythmes, des mesures, des directions. Donc, je pense que surtout avec certains compositeurs, c'est très facile de bien se retrouver. L'architecture musicale, c'est aussi l'architecture spatiale. Avec ces références, Paola Vigano, vous mettez tout de suite en avant la sensibilité, l'expérience comme élément clé de ces métiers de l'architecture et de l'urbanisme, mais ce sont aussi des métiers scientifiques. Bien sûr, et il ne faut pas négliger ça. Donc, à l'EPFL, l'architecture est quand même à l'intérieur d'une école polytechnique, donc ces aspects sont bien sûr très importants, mais il faut aussi comprendre comment les gens veulent habiter, comment ils habitent. Et là, trop souvent, l'architecture et l'urbanisme ont fait des grandes erreurs. Ils ont imaginé que c'était à eux de dire comment les gens devaient habiter. Mais ce n'est pas si simple. Il faut partir de pratiques, il faut partir de comment les gens utilisent les espaces. Il faut les observer. Il faut observer les espaces avec les gens et sans les gens. Et il faut aussi entamer des dialogues avec les lieux et avec les gens. Est-ce qu'il y a des vérités sur lesquelles vous pouvez vous appuyer dans votre métier, Paola Vigano ? Je pense que là, c'est une
une question piège. Parce que si je dis non, il n'y en a pas, alors ce serait du relativisme total. Non, il n'y a pas peut-être de vérité, mais il y a des choses qui me convainquent beaucoup et sur lesquelles on revient à plusieurs périodes. Par exemple, quand on regarde l'histoire de la ville, l'histoire aussi de l'urbanisme, on voit bien qu'il y a des choses qui restent. Et même quand on imagine que finalement tout est en train de changer, on voit que les concepts, les idées qui ont été utilisées dans le passé, il reste. Je fais un exemple très simple. Ça fait des siècles qu'on parle de ceinture verte, par exemple, non, autour des villes. Ça peut paraître finalement un concept vieillissant ou vieillotte, mais finalement, ce concept reste assez capable de convaincre que c'est intéressant qu'à côté d'une ville, il y a des espaces ouverts, des espaces verts, des espaces productifs, parce que la ceinture verte était imaginée alimenter aussi les villes, des produits frais par exemple. Et donc aujourd'hui, par exemple, il y a un retour à ce type de concept. Je suis convaincue que partiellement de ce concept, mais je vois qu'il a une longévité, une capacité de résister aux critiques et de revenir. Donc ça veut dire que les idées que nous avons à propos de l'espace ne sont pas vraiment infinies et qu'il y a des persistances énormes aussi du point de vue des idées qui nous convainquent à propos de comment organiser par exemple une ville. Vous évoquez, Paola Vigano, la nécessité de se projeter dans une ville future, d'imaginer cette ville future, ce qui veut dire que vous avancez dans un doute permanent. Oui, c'est un doute permanent, mais qui se construit avec une façon de travailler que je pense c'est très scientifique, c'est-à-dire avec des expérimentations. Nos expérimentations ne sont pas exactement comme celles qu'on peut faire dans un laboratoire. Ce sont des expérimentations qui passent à travers des échanges avec des acteurs différents, avec les citoyens, avec les élus. Et on essaie de faire des pas le plus possible logiques. La fin n'est pas clairement définie ou établie, ni les objectifs sont totalement clairs. Et en tout cas, ne sont jamais toujours clairs pour tous. Disons que les objectifs peuvent être aussi très contradictoires. On peut avoir plusieurs types d'objectifs qui interviennent dans la construction d'un projet de ville. Et pour imaginer quand même quelque chose, parce que c'est notre plus profonde ambition, celle d'imaginer cette ville du futur, nous faisons recours au projet. Ce projet qui nous semble être quand même un outil très intéressant pour guider, pour structurer l'imagination. Et donc ce projet-là, finalement, à notre avis, il contient quelque chose de très scientifique. Et puis, Paola Vigano, les autorités, mais également les citoyens ont besoin de sentir que vous êtes convaincu, que vous vous appuyez en tant qu'architecte, en tant qu'urbaniste, sur un certain degré de certitude. C'est une question de sécurité, disons. N'y a-t-il pas là une contradiction entre ce qui est attendu de vous et ce que vous pouvez réellement, concrètement ? C'est une contradiction avec laquelle on doit vivre. D'un côté, l'idée du projet comme une imposition, comme le projet moderne souvent a été dans cette idée vraiment de travailler sur une tabula rasa et d'arriver avec des hypothèses un petit peu deus ex machina, avec cet architecte urbaniste qui a la vérité. Ça, je pense, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui peut-être a existé vraiment dans des périodes assez limitées, quand on avait une idée très claire de ce que le futur aurait pu être. Non? Donc là, je pense par exemple aux 30 glorieuses dans lesquelles c'était clair qu'on voulait reconstruire la ville après la Deuxième Guerre mondiale, qu'il fallait redonner une maison à des gens qui l'avaient perdue, qu'il fallait reconstruire les villes, etc. C'était très clair. Tout le monde avait clair quels étaient les objectifs, où il fallait aller. Pour le reste, c'est vrai que nous sommes absolument dans une condition incertaine et dans une condition de doute. Mais ceci ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des pas. Le fait d'avoir des doutes ne veut pas dire qu'on doit alors rester là comme ça, attendre un destin qui va arriver. Au contraire, c'est justement le moment dans lequel il se pose la question de la construction du futur. Et c'est pour ça que imaginer et utiliser le projet vraiment comme un outil d'imagination, ça c'est quelque chose qui permet de structurer une réflexion sur le futur de la ville. Et alors, Paola Vigano, elle sera comment cette ville du futur, selon vous ? De mon point de vue, la ville du futur se construit sur la ville existante d'aujourd'hui. Donc, elle sera la ville d'aujourd'hui avec une série de transformations. Peut-être ces transformations seront
fortement lié aux pratiques. C'est-à-dire que la pratique de l'espace va changer dans le futur. On le voit déjà avec la pandémie. Nous avons complètement modifié nos styles de vie, la façon de travailler, où nous travaillons, l'utilisation de l'espace, le logement totalement qui est devenu un bureau, qui est devenu une école, qui est devenu mille choses. Et on a mieux compris aussi quelles sont les limites de nos espaces actuels. La mobilité s'est transformée radicalement. Peut-être un petit peu plus de marche à pied, peut-être un petit peu plus d'utilisation du vélo, mais aussi, ça c'est un petit peu dommage, mais aussi beaucoup plus de voitures, parce que les gens ont commencé à regarder le transport en commun avec beaucoup de problèmes. Et donc là, il faudra au contraire reconstruire cette idée finalement de laisser un petit peu à côté l'utilisation de cette voiture qui a rempli les espaces de nos villes et de revenir à cette idée de mobilité active et de mobilité, disons, collective. Donc, cette ville du futur que nous devons imaginer, ce ne sera pas une ville qui arrive comme ça tout d'un coup extraordinairement différente. Elle sera justement le résultat de projets et de politiques qu'on fait tous les jours et qui sont en train aujourd'hui d'avancer, de changer fortement. Et aujourd'hui, par exemple, nous voyons déjà autour de nous comment la ville du futur pourrait être. Et je pense que là, il y a vraiment un vrai changement de paradigme parce qu'on a toujours eu la tendance à imaginer l'architecture et le projet de la ville comme quelque chose qui se construit tout d'un coup et totalement différent du passé, non? Cette idée du nouveau, cette idée de la modernité. Et aujourd'hui, on commence à comprendre que ce sera plutôt la réinterprétation, la transcription, les variations sur un thème qui est donné. Vous voyez que je parle de musique, en effet, non? C'est ça, plutôt ça. C'est-à-dire quelque chose que un critique littéraire disait à propos de la recherche de Proust. Lui, il parlait de littérature au deuxième degré. Il disait que Proust était un palimpseste et que la recherche contenait toute la littérature du monde. Et non seulement la littérature haute, mais aussi la littérature du quotidien, c'est-à-dire le langage parlé plutôt. Donc, je pense que si la recherche du temps perdu est considérée un grand monument littéraire et c'est construit comme ça, au deuxième degré, je pense qu'on pourra faire aussi des choses exceptionnelles avec une ville qui se construit au deuxième degré et même une architecture qui se construit au deuxième degré. Et que je pense que c'est un parcours incroyablement intéressant qui s'ouvre devant nous, cette idée de ville durable, cette idée de ville qui s'adapte au changement climatique. C'est une occasion pour moi hyper intéressante de travailler sur le projet de la ville du futur. On entend bien ici, Paola Vigano, votre enthousiasme, toutes vos convictions quant à ce qu'il est possible de faire pour cette ville du futur. Où se situent alors vos principales incertitudes? Les incertitudes sont justement sur les passages qu'on doit faire. Donc, le modèle de développement actuel n'est pas capable de nous amener dans cette transition. Concrètement, on reste toujours convaincu que la croissance est quelque chose qui est absolument nécessaire. La croissance économique. Et avec ça, probablement, on ne serait pas capable de rentrer dans la transition. Deuxième doute concerne la difficulté d'assumer notre proximité aux autres. Autres, ici, je pense surtout aux non-humains, donc au-delà des problèmes sociétaux que nous avons entre les humains. Mais aujourd'hui, nous avons clairement un nouveau défi, qui est notre capacité de coexister avec les autres. Alors ça c'est un problème, je dirais, un problème politique, un problème éthique, très lourd, et quelque chose qui fait bouleverser complètement notre façon de regarder le monde et notre position dans le monde. C'est clair aujourd'hui que quand on parle de bien-être, par exemple, on ne parle pas que du bien-être pour nous, mais de plus en plus, on comprend qu'on doit se poser la question du bien-être des autres, ceux qui ne sont pas humains. Et même le Covid, finalement, c'est le résultat très probablement d'une question de bien-être de quelqu'un qui n'était pas, au début, n'était pas humain, et que nous avons créé des conditions, disons, de difficulté à vivre. Non? Notre culture, surtout la culture occidentale, est fortement liée à cette idée de prééminence, non, de la figure humaine. Moi, je suis très écologiste, au sens où je suis très convaincue de ces idées, mais je dois mesurer sur moi-même les difficultés à rentrer dans un monde où les hiérarchies changent complètement.
Et c'est ça, je pense aussi, c'est un effort qu'on devrait faire chacun personnellement et collectivement pour s'imaginer coexister avec les autres. Pour ce qui nous concerne en termes de projets de ville, c'est quand même des thèmes qui arrivent et qui sont toujours là. C'est-à-dire que quand on dessine un quartier, quand on imagine une vision pour un territoire, on touche immédiatement à ce type de questions. Qu'est-ce qui vous aide, vous, Paola Vigano, à dépasser ces doutes, ou plutôt à avancer dans votre secteur en englobant ces changements de paradigme que vous nous exposiez? Moi, je suis très intéressée à ce que j'appelle, mais c'est pas vraiment des termes originaux, la structure faible des territoires. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder les territoires à partir justement de ces éléments de faiblesse qui ont été dans le passé totalement bouleversés par justement nos projets. Je pense par exemple aux rivières, ou je pense aussi au sol. En ce moment, par exemple, nous sommes en train d'étudier beaucoup le sol urbain. Et quand je dis sol urbain, je pense à une ville qui n'est pas justement une ville traditionnelle, mais une ville étalée, une ville très étendue, dans laquelle il y a beaucoup de sols qui ont un caractère en même temps urbain et rural. Donc, ces sols ou les rivières ou la végétation aussi qui est tellement importante pour la qualité aussi de notre vie, ce sont des entités qu'on a considérées dans le passé faibles. On a complètement transformé les rivières. En général, on les a plutôt cachées. On est en train, en ce moment, d'étudier un petit peu les rivières de Lausanne. Elles ont été pratiquement toutes soit mises dans des grands tuyaux, soit totalement bouleversées. Il n'y a plus de connexion, il n'y a plus de connexion écologique, il n'y a plus même de mémoire du fait qu'il y a des rivières qui passent sous la ville, où il y a une mémoire un petit peu abstraite, quelque chose qui n'est pas vraiment capable de modifier nos comportements. Donc, je suis intéressée à retrouver ces entités faibles, qui sont souvent des entités vivantes, et sont des ressources fondamentales pour notre survie. Et je trouve que là, par exemple, il y a tout un projet différent qu'on commence aujourd'hui, depuis quelques années, à construire avec cette idée d'un respect de ces entités, qui n'est plus celui de dire, c'est des objets qu'on peut trahir, disons qu'on peut faire disparaître, mais c'est des sujets. Et ça change le projet. Le dessin de la ville change fortement quand on commence à considérer ces entités comme des sujets. Et donc tout ça vraiment nous met dans une position qui n'est pas celle totalement de doute ou d'incertitude, mais de responsabilité, je dirais plutôt. Des responsabilités qui sont évidentes vers la société, mais aussi vers les autres, ceux qui normalement n'ont pas de voix et qui n'apparaissent même pas autour de la table quand il y a des discussions à propos d'une transformation. Et moi, je mesure chaque jour les conséquences de ce passage à l'intérieur de nos projets. Tout change finalement. Donc, même si je disais avant que la ville du futur, ça peut être assez proche de la ville d'aujourd'hui, en réalité, elle sera aussi totalement différente parce qu'on aura des relations nouvelles entre nous et entre le reste du vivant et de la nature. En vous écoutant, Paola Vigano, il me semble que l'incertitude devient une occasion, une opportunité de création et d'imagination. C'est comme ça que vous l'envisagez, vous, l'incertitude ? L'incertitude, c'est sûrement une occasion d'imagination parce que si on était sûr, on n'aurait même pas besoin d'imaginer. Et l'incertitude, c'est aussi, d'un point de vue plutôt éthique, je dirais aussi, c'est aussi quelque chose qui nous met dans une position correcte. Parce que c'est la vérité, on ne sait pas. Parce que même l'idée maintenant d'assumer ce vivant à l'intérieur du projet ne va pas rendre les choses plus simples, dans le sens que justement on ne sait pas faire avec ça, ou on sait très peu sur qu'est-ce qu'on doit faire. Mais ceci, à mon avis, toujours avec une attitude plutôt scientifique. Et donc, je dirais que cette idée de l'incertitude importante pour garder les pieds sur terre, pour ne pas s'imaginer qu'on est capable vraiment de refaire la vie ou de créer quelque chose qui n'existe vraiment pas, parce que ça, c'est vraiment ingénu, je dirais, et assez stupide. Et de l'autre côté, ça nous pousse quand même à cet effort d'imagination. L'imagination, décidément, revient régulièrement dans cette discussion, Paola Vigano. Elle est pour vous l'ingrédient principal au cœur de votre pratique, celui dont vous ne doutez pas de son importance? La chose que j'essaie de transmettre aussi aux étudiants, c'est l'idée que l'imagination, c'est quelque chose qui nous aide à aller dans une direction. On ne peut pas choisir, dans quelle direction on va, sans tester ça avec notre imagination.
sans essayer de parcourir finalement ce qu'on voudrait faire. Donc l'imagination, c'est quelque chose que nous, en tant qu'enseignants, qu'on doit éduquer. C'est vrai qu'il y a des gens qui aiment beaucoup imaginer, mais il y a aussi beaucoup des gens qui n'ont pas envie, qui n'ont pas le temps d'imaginer. Et je pense que là, il y a un rôle spécial pour les architectes, les urbanistes, les paysagistes, justement de travailler avec l'espace à travers l'imagination et de proposer à l'imaginaire collectif des images nouvelles ou des images qui existent mais qui sont revues et transformées parce que on doit faire des choses, on doit dire des choses différentes. Merci Paola Vigano. Merci beaucoup. Ça a été passionnant de discuter avec vous. C'était Paola Vigano, architecte et directrice du laboratoire d'urbanisme à l'EPFL. Et c'était notre dernier épisode de ce podcast Are You Sure, que vous pouvez évidemment écouter, réécouter sur le site de l'EPFL, ainsi que sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À bientôt.